Merci. Donc bonsoir à tous, merci d'être là. Je vous signale ce soir la présence des enfants représentants du conseil municipal des jeunes, en tout cas les enfants qui sont issus de l'école d'Olto. Donc un grand merci à eux d'être présents, c'est très satisfaisant d'avoir auprès de nous de la jeunesse. Merci beaucoup les enfants. Merci aux élus bien sûr, merci au public et merci aussi à ceux qui nous regardent en vidéo. Et évidemment, merci aux agents sans qui ce conseil municipal n'aurait pas d'existence. Alors, je vais demander à Léo de faire l'appel en tant que secrétaire de séance. Merci. Bonsoir. Alors, Marianne Beaumont, procuration à Nadège Anselem. Léo Beck, présent. Thierry Beck. Sophie Bouquet. Jérémy Bouladou. Caroline Charbonnier. Dylan Couder. Annie Crégut. Christophe Derouche. Serge Dessaigne. Nadège Anselem. Arnaud Fleury. Olivier Gache. Marielle Grolier. Cécile Guérin. Abdella Caraga. Daniel Marès. Virginie Martos Ferrara. Laetitia Médas. Mamed Médas. Gérard Moreno. Absent. Marie-Rose Navio, procuration à Laetitia Médas. Véronique Négré. Présente. Olivier Nogues. Marie-Alice Pelé, procuration à Serge Dessaigne. Patrick Poitevin, procuration à Olivier Nogues. Corinne Poujol. Sonia Richoux. Pascal Rivalière, procuration à Annie Crégut. Noël Ségura, procuration à Virginie Martos Ferrara. Nicolas Sicadelmas. Thierry Tanguy. Et Marie Zeg, procuration à Sophie Bouquet. Merci. Je précise que nous avons un peu de retard. Nous avons eu un incident de dernière minute, rien de grave, mais voilà, nous avons pris quelques minutes de retard. Nous allons passer à l'approbation de l'ordre du jour. Je vous propose une modification de l'ordre du jour. Nous allons passer en premier les points au niveau des affaires, bien sûr, les points 8, 9, 13 qui concernent la culture. Nous allons les passer en points 4, 5, 6 parce que nos élus à la culture ont un impératif absolu et doivent partir après la présentation de leurs affaires. Est-ce que ça convient à tout le monde ? Pas de souci? Merci beaucoup. Donc, approbation de l'ordre du jour à l'unanimité? C'est bon. Ensuite, maintenant, l'approbation du procès-verbal du conseil municipal précédent. C'était le 10 décembre 2021. Est-ce que vous avez des observations à faire sur ce procès-verbal? Personne? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est? Tu t'abstiens, très bien. Qui est pour? Tout le monde, tout le reste? Donc, l'unanimité moins une, donc, moins un, voilà. Merci. Donc, maintenant, je passe aux communications de moi-même. Donc, j'ai 3 points à vous communiquer. D'abord, les décisions. Nous avons pris sur la dernière période entre le précédent conseil municipal et celui-ci 12 décisions sur l'année 2021. 3 concernent la culture. D'abord, la signature d'un contrat de cession avec la compagnie BAO pour le spectacle Les 3 petits cochons Opéra Porc, un spectacle dont nous avons offert 2 représentations à la population lors de la fête de Noël. Je rajoute que ce spectacle a été très apprécié par la population et même par les élus qui ont pu le voir. Ces 2 représentations nous ont coûté 3 090,06 €. Et donc voilà. Ensuite, deuxième décision pour la culture, un partenariat avec l'association Idéal Lasso afin d'avoir enfin un service de restauration de type snack, buvette lors des représentations tout public dans notre théâtre. Et ce, sans contrepartie financière de la commune.
La délibération numéro 3 pour la culture, il s'agit de règlement d'un sinistre avec à l'artiste peintre Benjamin Carbone, dont une des œuvres a été endommagée lors de son exposition dans notre centre culturel du 4 octobre au 5 novembre, et le dédommagement s'élève à 800 €. Nous avons pris ensuite 2 décisions concernant les festivités. D'abord, la signature d'un contrat d'engagement avec la Peña Bella Ciao pour une animation lors de la fête de Noël. 11 musiciens, et ça nous a coûté 900 €. Deuxième décision, la signature d'un contrat d'engagement avec la société Patrice Fabrice Animation pour assurer l'animation lors de la même fête de Noël. 3 décisions concernent l'urbanisme et l'environnement. D'abord, le changement d'attributaire sur une parcelle au jardin partagé de la Planche. Ensuite, la préemption de la parcelle BE numéro 45 pour l'intérêt qu'elle présente dans le cadre de la protection des espaces naturels de la commune. 1033 mètres carrés pour la somme de 5 000 €. Enfin, le mandatement d'un avocat dans le cadre de la préemption de la parcelle AP 0050 pour défendre les intérêts de la commune en cour administrative d'appel. Cette cour a été saisie par les propriétaires, dont la requête a été rejetée par le tribunal administratif en décembre 2019. Nous avons pris aussi 3 décisions concernant la dynamique économique. D'abord, la signature d'une convention d'occupation précaire et temporaire d'un local dans les anciens ateliers techniques avec l'association La Pépite de Maguelone. Cette association, je vous rappelle, portera la création d'une boutique de vêtements de seconde main. Ensuite, la signature d'une convention d'occupation du domaine public avec la propriétaire de la péniche, la nouvelle propriétaire de la péniche qui exerce des activités de chambre et de table d'hôtes. Et enfin, la préemption de la parcelle AI 230 pour l'intérêt qu'elle présente justement dans le cadre de la revitalisation commerciale de la Grand Rue. Il s'agit d'un local de 28 mètres carrés pour un montant de 50 000 €. Et enfin, une dernière décision que j'ai classée dans la catégorie défense des agents. Nous avons mandaté un avocat du cabinet CPA Avocat dans le cadre d'une affaire de fait d'outrage sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Voilà pour les décisions. Maintenant, je dois vous communiquer les lignes de gestion que nous avons, les lignes directrices de gestion, on dit LDG, des ressources humaines que nous avons construites pour notre collectivité. La loi de transformation de la fonction publique, qui date du 6 août 2019, oblige les collectivités territoriales à mettre en place des lignes directrices de gestion, les LDG. Il s'agit d'un nouvel outil de gestion des ressources humaines qui permet de formaliser clairement la politique de la collectivité au niveau des ressources humaines en définissant de grandes orientations, de les afficher et d'anticiper les impacts potentiels qu'elle pourrait avoir sur la collectivité. Bien sûr, des impacts potentiels qui soient évidemment prévisibles. Donc, comme nous y oblige la loi, nous avons construit les lignes directrices de gestion de notre collectivité. Nous avons fixé à ces lignes directrices de gestion 5 objectifs que je vais vous lire maintenant. D'abord, premier objectif, renouveler l'organisation du dialogue social en passant d'une approche individuelle à une approche collective. Deuxième objectif, développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus efficace. Troisième objectif, simplifier et garantir la transparence et l'équité du cadre de gestion des agents publics. Quatrième objectif, favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics dans la fonction publique et le secteur privé. Cinquième et dernier objectif, renforcer l'égalité professionnelle dans la fonction publique. Nos lignes directrices de gestion maintenant. On peut les ranger dans 3 catégories. Première catégorie, d'abord,
les lignes directrices de gestion définissent et actualisent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. Deuxième orientation, elle fixe des orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. Effectivement, depuis le 1er janvier 2021, par une loi nationale, les commissions administratives paritaires, qu'on appelle les CAP, n'examinent plus les décisions en matière d'avancement et de promotion. Troisième orientation, ces lignes directrices de gestion favorisent en matière de recrutement l'adaptation des compétences et l'évolution des missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours professionnels ainsi que l'égalité professionnelle femmes-hommes. Ces lignes directrices de gestion ont été fixées par arrêté de moi-même. Et pour terminer, bien sûr, elles obéissent à l'obligation suivante. Elles doivent faire l'objet d'une communication large au sein de la collectivité. Elles sont rendues accessibles à tout agent, quel que soit le mode de communication, par voie numérique ou par tout autre moyen. Voilà. Et dernière communication que je vous fais, plus légère, il s'agit du voyage senior. Notre CCAS propose aux plus de 60 ans un voyage à Menton cette année, du 30 avril au 7 mai. Les préinscriptions se déroulent en ce moment et si certains d'entre vous sont intéressés, qu'ils se rapprochent de notre CCAS, vous serez renseignés correctement. Voilà. Merci de m'avoir écouté pendant toutes ces communications. Nous allons pouvoir passer aux affaires proprement dites. Et nous commençons donc par l'affaire présentée par Monsieur Olivier Gache et qui porte sur la galerie éphémère. Donc je fais une petite intervention puisque j'ai présenté cette affaire à un conseil métropolitain. Elle relève en fait de ma compétence à la métropole. Donc juste, je voulais préciser que cette manifestation, la galerie éphémère, dont nous fêtons le 10e anniversaire cette année, vient célébrer les journées mondiales des zones humides qui, en fait, célèbre elle-même la signature en 1971, de la Convention Ramsar. C'est une convention, un traité international qui vise à protéger les zones humides d'importance considérées comme d'importance métropolitaine parce qu'elle présente en fait un intérêt écologique, mais aussi économique, culturel, récréatif et scientifique. Et figurez-vous que sur notre commune, nous avons les Salins qui sont répertoriés comme une zone humide d'importance internationale. Merci. Je passe la parole à Olivier. Merci. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu dises ça. Oula. Alors, pardon, le son n'est pas très bon. Ah, est-ce que c'est mieux? Alors, par contre, juste les élus, lorsque vous prenez la parole, veuillez bien, s'il vous plaît, mettre le micro de façon horizontale et lever la tête pour qu'on vous entende mieux. Merci beaucoup. Alors, du coup, c'est intéressant que tu prennes la parole aussi en tant que vice-présidente à la métropole. C'est vrai que vous m'entendez pas bien, c'est ça? Si, c'est bon? Allez, j'y retourne. Attends, on va te donner... on n'a pas de retour, en fait. Merci. C'est mieux? Non? C'est toi, alors. C'est moi le problème, en fait. Donc, c'est intéressant que tu prennes la parole en tant que vice-présidente à la métropole. C'est vrai que cet événement, il est une de nos tours Eiffel culturelles à Villeneuve. Il a vraiment un retentissement qui est métropolitain, voire même au-delà. Et donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est non seulement de valider la convention avec cette galerie éphémère, mais en plus, on voulait marquer le fait que c'est un événement qui est parfois un peu boudé
par nos concitoyens et on voulait aussi le mettre en avant et c'est l'occasion pour nous de le mettre en avant, aussi pour cette 10e édition. Donc le Conservatoire des espaces naturels d'Occitanie, le CEN, qui est porteur et coordonnateur de la manifestation, a sollicité notre commune afin de participer à l'organisation d'un événement culturel intitulé Galerie éphémère du 4 au 7 février 2022 sur le site des Salins de Villeneuve. Donc, vous savez probablement ce qu'est la galerie éphémère. Lors de cette 10e édition, vous pourrez retrouver dans le programme de l'illustration, de la photographie, du graphe, de la sculpture, de la peinture, de la musique, mais aussi la découverte, comme le disait Véronique, du site protégé des Salins avec les gestionnaires de ce site naturel d'exception. Donc ce qu'on vous propose, c'est dans le cadre de ce partenariat, du coup la commune s'engage notamment à autoriser le débit de boissons, gérer le stationnement, participer à la communication de l'événement, organiser la journée d'accueil des scolaires, mettre à disposition du matériel et des agents municipaux durant l'événement et participer au programme d'éducation à l'environnement littoral Cap sur les Salines. Alors, la petite nouveauté, c'est aussi assurer la galerie éphémère off, dont j'ai l'affiche là. Je ne sais pas si on la voit. Ouais. Et donc, cette nouveauté, c'est que justement, pour mettre en avant cet événement auprès de nos concitoyens, une galerie éphémère off se trouve dans le centre B rangé de Frédol, au niveau du lieu des expositions à l'étage du théâtre. Et donc, on vous invite tous à venir voir ce qui s'y passe. Et donc, il y a aussi, évidemment, la participation financière à cet événement à hauteur de 1 000 €. Voilà. Donc, il est proposé au conseil municipal la signature de cette convention de partenariat. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Non. Je rajouterai, je pense que tu l'as dit, mais je rajouterai que cet événement qui a lieu à Villeneuve est vraiment de portée métropolitaine et reconnu comme oui, petit peu comme le dit Olivier, comme une tour Eiffel métropolitaine à Villeneuve. Donc nous sommes fiers. Il est intéressant, bonjour, il est intéressant de souligner qu'il y a une exposition éco actuellement à Béranger. Oui, ils viennent de le dire en fait. Ah, alors je dormais. C'est la fatigue. Donc oui, on l'a un peu regardé ce matin et assez vite. On n'a pas eu le temps de tout voir, mais c'est vraiment beau ce qui est exposé dans notre centre culturel en ce moment. L'expo est très belle. Donc voilà, nous allons passer au vote. Je soumets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre ce partenariat? Qui est pour? L'unanimité, merci beaucoup. Donc nous passons maintenant à l'ancien point, ça y est, j'ai oublié. Le point 9, merci. L'ancien point 9. Donc il s'agit d'acquisition de matériel pour l'éclairage scénique au théâtre. Je passe la parole à Cécile Guérin. Merci. Alors effectivement, il s'agit d'autoriser Madame le maire à demander une subvention pour l'acquisition de matériel scénique pour notre théâtre Jérôme Savary, sachant que c'est un matériel LED qui nous procurerait beaucoup d'économies énergétiques, évidemment, pour la commune. Le montant a été estimé par les services à 300 000 €. Le montant des subventions risque d'être très important et la commune a souhaité saisir cette opportunité de subvention qui est dans le cadre de REACT EU, qui est donc une initiative de soutien en faveur de la cohésion des territoires et qui est menée par l'Europe et qui est déclinée sur notre territoire qui est mise en œuvre par la région et Occitanie en Seine plus précisément. Voilà, donc il s'agit, donc je le redis, d'autoriser Madame le maire à solliciter ces aides de la région et pour obtenir des subventions.
Que ce soit bien clair, c'est une délibération pour m'autoriser à solliciter les subventions. Hein. Absolument. Donc, voilà, parce qu'il y a une opportunité de subvention tellement importante qu'on ne peut pas louper le coche. Hein. Assez incroyable. Donc, c'est vrai que les services ont été extrêmement réactifs sur ce coup-là pour pouvoir monter le dossier rapidement et estimer les besoins pour passer d'un éclairage classique en éclérage LED. Et voilà, on en reparlera bien sûr. LED, ça veut dire économe en énergie, mais pas que. Ça veut dire aussi technologiquement plus durable et de meilleure qualité. Et offrant des possibilités aussi artistiques très intéressantes. Mais voilà. Voilà, beaucoup plus de possibilités aussi sur la scène. Mais c'est vrai que les services ont été très réactifs parce que le montant de la subvention, qui est encore pas tout à fait acté, est vraiment très important par rapport à ce qu'on a d'habitude. Oui. Voilà. Bon, je vous rassure, il n'excède pas le coût des travaux. Ça n'existe pas. Hein. Dommage. Voilà. Donc, je soumets au Avez-vous vote. des questions? Ah oui, pardon. Christophe Derouche. Un micro, s'il vous plaît. C'est bon, ça arrive. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bon, j'aurais aimé te poser deux petites questions. La première, qu'est-ce qu'on fait de l'ancien matériel dans le cadre de l'économie circulaire? Et la deuxième, bon, il y a une hypothèse de subvention, d'accord? De combien l'hypothèse et combien d'années il faudra pour rembourser cet achat de matériel? Savoir si tu t'es penché sur ces deux thématiques. Merci beaucoup. Alors effectivement, pour la première question, donc que fait-on de l'ancien matériel entre guillemets? En fait, il s'agit dans un premier temps de doubler le matériel et non pas de le remplacer. D'abord parce qu'il faut une formation des personnels à l'usage de ces projecteurs LED qui, encore une fois, sont très performants et offrent par contre des possibilités très étendues. Donc en fait, pour l'instant, il s'agit de doubler le matériel. Ensuite, effectivement, je me poserai la question et nous poserons la question du recyclage de l'ancien matériel. Tout à fait. C'est une question très intéressante. Le montant des subventions n'est pas tout à fait acté. Le montant de l'aide, donc dans ce cadre de... Pardon ? Non, c'est le montant de l'aide. Ça m'a fait... oui, le montant de l'aide pour les LED. Donc, pour l'instant, c'est off, mais dépasserait 90%. Reste à charge pour la commune 10%. C'est pour ça que c'est une opportunité sur laquelle les services se sont précipités, évidemment, comme tous les théâtres de la métropole, d'ailleurs. Enfin, tous les théâtres de la région même. Et bien sûr que ce sera fonction du taux finalement acté. Voilà. Même le montant des 300 000 qu'on est obligé d'acter, peut-être il sera inférieur à ce montant-là. On espère pouvoir équiper le plus largement possible notre centre culturel, qui a bien vieilli tout de même. Oui, c'est pour préparer l'enchaînement, Véro. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup de ces questions et de ces réponses. Monsieur Nogues. Merci Madame le maire. Bonjour à tout le monde. Je voulais savoir si ces demandes de subvention aussi englobaient l'extension du théâtre qui a été prévue dans un marché au mois de décembre. Parce que bon, je ne sais pas aujourd'hui si vous avez aussi demandé des subventions pour refaire la scène et tout ça. Alors là, c'est l'affaire suivante. D'accord. Et ce plan LED, comme on l'appelle là, ce plan LED est complètement dissocié du grand plan de rénovation ensuite du bâtiment, dont nous allons parler juste après. Ai-je répondu ? C'est bon? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour cette demande de subvention? L'unanimité. Merci beaucoup.
Alors, nous passons maintenant à l'ancien point 13. Et c'est à nouveau Cécile Guérin qui nous présente ce point. Alors, tout à fait. Donc là, il s'agit encore une fois d'autoriser Madame le maire à demander, à solliciter toutes les subventions possibles. Donc voilà le cadre de la délibération. Donc une petite introduction. Le centre Béranger de Frédol, dans lequel nous sommes actuellement, a été construit et inauguré en 1992. C'est l'un des tout premiers théâtres de la métropole. Il aura 30 ans donc en septembre. Et dans le but de fêter d'ailleurs les 3 premières décennies d'existence de ce centre culturel, un rendez-vous est prévu avec les Villeneuvois, avec la population, sur un week-end en octobre prochain, les 14, 15 et 16, on en reparlera bien sûr. Dans ce cadre-là, mais ce n'est pas pour célébrer les 30 ans, mais dans cette interrogation-là, on a vu qu'il y avait beaucoup de travaux à mener à Béranger de Frédol, et en cohérence avec une de nos lignes politiques, réparer pour fonctionner et rendre opérationnel, un important projet de rénovation est engagé. Le théâtre Jérôme Savary, le hall d'accueil, la façade en 2022, puis la salle des Marais 2023-2024. Il y a un gros besoin de travaux, de rénovation, d'embellissement, mais également d'adaptation, d'amélioration acoustique, en particulier de cette salle où nous sommes, énergétique du bâtiment, d'isolation, d'éclairage aussi, même si ça ne rentre pas dans le plan LED évoqué tout à l'heure. Donc voilà. Donc dans le cadre de ces travaux qu'on évoquera à nouveau le 14 février, évidemment, il est demandé d'autoriser Madame le maire à signer, à solliciter encore une fois toutes les subventions possibles. Il y a déjà des subventions évidemment qui ont été demandées. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Christophe Derouche. Oui, alors juste une petite question là. Au vu du montant, ça fait à peu près 1,8 million qui est relativement élevé, me semble-t-il. Hein. Est-ce que vous avez une idée approximative des subventions que la commune peut obtenir? Est-ce qu'il y a une idée approximative? Voilà. Merci. Pour l'instant, non. J'avoue que je n'ai pas de visibilité là-dessus. Je peux passer peut-être la parole à Sylvie Luna. Je sais que les subventions vont se demander année par année, hein, puisque c'est étalé sur 3 ans, mais non, je n'ai pas de visibilité. Non, voilà, on va demander des subventions et on verra bien de quel montant, enfin, quel pourcentage du projet elles s'élèvent. C'est là, on ne peut pas répondre. On n'a pas de vision là-dessus. Franchement, on n'a pas de vision. Non. Voilà, on a fait une demande dans le cadre du plan de relance. Alors, on sait qu'on a des chances, évidemment. Hein. Le plan de relance offre énormément d'opportunités en termes de subventions. Donc, on verra. On verra. D'autres questions? Alors, je soumets au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Une voix. Qui est pour cette demande de subvention? La majorité. Merci beaucoup. Donc, nous revenons maintenant. Donc, Olivier Gage et Cécile Guérin vont pouvoir s'en aller. Merci, excusez-nous. Merci. Vous avez fait vos pouvoirs? Merci. Donc, nous revenons à l'ordre préalablement établi de cette séance. Le point suivant porte sur la modification de l'objet social de la Société d'aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole, c'est-à-dire SA3M. Et je passe la parole à Thierry Tanguy. Très bien, merci Madame le maire. Voilà, donc dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, qui est capital tant sur le plan international qu'au niveau des territoires,
Montpellier Méditerranée Métropole et ses communes ont placé la transition écologique et solidaire à la convergence de leur politique publique. Cet engagement s'est traduit par l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial, dont la révision a été approuvée dernièrement en juin 2021. On ne comprend pas bien. J'enlève, je baisse. Mais parle plus. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Je recommence ou je... Non, ça ira. Voilà, donc dans ce cadre-là, l'outil qui s'appelle la SA3M, qui est un outil de la métropole et des communes qui sont actionnaires de cette métropole, il y en a 20 communes qui sont actionnaires à SA3M, ont donc nécessité à étendre leurs compétences, et notamment au niveau de la transition écologique, et afin de promouvoir la sobriété, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Dans ce cadre, la SA3M propose d'étendre ces missions. Alors, il y a un terme anglais que vous avez dû voir dans l'annexe, in-house, ça veut dire c'est des missions intégrées, hein, puisqu'on considère que la SA3M est une extension des collectivités territoriales. Donc, ça se passe entre collectivités. Donc, des missions d'assistance et de conseil, des études, du financement, de la construction, de la gestion et de l'exploitation directe ou indirecte des équipements et des infrastructures liées au développement des énergies renouvelables et de récupération, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la rénovation thermique des bâtiments publics. Donc cette augmentation de compétences nécessite donc la modification des statuts, notamment pour ce qui concerne les services que la SA3M peut apporter en complément de ce qu'elle a déjà dans son statut. Et ça comporte 3 points essentiellement. La production et la distribution d'énergie, principalement d'origine renouvelable ou de récupération, l'efficacité énergétique et la rénovation thermique des bâtiments. Et donc, dans ce cadre-là, la société pourra donc, en complément des missions qu'elle assure déjà, hein, qui sont essentiellement des missions de maîtrise d'œuvre, d'accompagnement et sur des opérations des collectivités, intervenir en assistance et en conseil, réaliser les études, financer, construire, gérer, exploiter directement ou indirectement des équipements et infrastructures liés au développement des énergies renouvelables et à l'utilisation rationnelle de l'énergie, et ainsi que réaliser des opérations visant à améliorer l'efficacité énergétique et notamment à la rénovation thermique des bâtiments. Donc, ces modifications doivent être approuvées par les collectivités actionnaires afin de valider ces modifications. On demande donc à ce que le conseil municipal délibère pour approuver les modifications statutaires de la SA3M relatives à l'objet social, autoriser, conformément aux dispositions de l'article L. 1524-5 du Code général des collectivités territoriales, les représentants permanents de la commune au sein de l'Assemblée spéciale des collectivités et à l'Assemblée générale extraordinaire de la SA3M à voter en faveur de ces modifications, autoriser ces représentants permanents à signer tout document relatif à cette affaire, et enfin autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire à l'exécution de la présente décision. C'est bon? C'est bon. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Christophe Derouche. Oui, Thierry, bonsoir. Est-ce que cette augmentation des compétences va se traduire par une augmentation des contributions des communes? Non, il n'en est pas fait état pour l'instant, puisque c'est... je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire les annexes, mais c'est l'augmentation de capital qui permettra de financer, enfin d'assumer les missions complémentaires. Non. Non. Donc la réponse est non. Non, c'est non. Voilà, la réponse est non. D'autres questions? Alors, je soumets au vote cette délibération. Êtes-vous pour ou contre ou abstenez, ou est-ce que vous vous abstenez devant la proposition d'approuver les modifications statutaires de la SA3M relatives à son objet social? Donc, abstention, contre, 2 voix, pour, la majorité,
Merci beaucoup. OK. Donc l'affaire suivante, c'est moi qui la présente, nous devons prendre acte des rapports sur le prix et la qualité de 3 services publics qui sont de compétences métropolitaines, à savoir l'assainissement, le service d'assainissement, le service d'eau brute et d'eau potable, et enfin le service de prévention et de gestion des déchets. Donc ces rapports ont été mis à disposition du public et à la disposition aussi des élus. Et le conseil municipal doit prendre acte de ces rapports au maximum dans les 12 mois qui clôturent après les 12 mois après la date de clôture de l'exercice concerné. Donc nous prenons acte. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il faut procéder à un vote là ou... Oui, aussi. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour se prendre acte? L'unanimité, merci beaucoup. Le point suivant va être rapporté par Madame Sonia Richoux et il concerne la valorisation des salles et des équipements municipaux. L'argent public dont nous sommes garants demande vigilance, attention et clarté. Aussi, dans un souci de transparence et d'équité, il est nécessaire que la population et les associations aient conscience de l'effort financier consenti par la municipalité. Lors du conseil municipal de novembre, je crois, 2021, sur l'attribution des subventions, je vous avais fait part de mon souhait de faire figurer sur le tableau de ces attributions les avantages en nature dont bénéficient les associations villeneuvoises. Afin de pouvoir inscrire ces éléments, il est nécessaire et obligatoire de délibérer en conseil municipal sur ce mode de calcul sur la base de tarifs déjà existants. Pour le vote de l'attribution des subventions 2022, il appartiendra au service association d'estimer le montant des valorisations des salles dont je vous exposerai le mode de calcul. L'eau et l'électricité n'entrent pas en compte dans ces valorisations puisqu'il n'existe pas de compteur personnel dans chaque salle, ni de compteur individuel, ni pour l'eau, ni pour l'électricité. Donc c'est global et ça n'entre pas dans la valorisation des salles. Voilà. Vous avez donc les tarifs qui ont été, c'était par exemple, on avait mis, il y avait, comme c'était quoi, c'était, 6,99 € par mois, etc. Donc on a arrondi à 7 € suite à la commission qui a eu lieu il y a 15 jours. Voilà. Après, si vous avez des questions, j'y répondrai. Monsieur Nogues. Monsieur Nogues. Madame Richoux, j'ai bien participé à cette commission pour laquelle on a quand même pas mal débattu. Je me suis rendu compte qu'on ne faisait pas apparaître dans ces montants-là les arènes et les hangars des services techniques qui sont mis à disposition de certaines associations. Alors je ne sais pas si vous avez un sous-détail de ces éléments, mais c'est vrai qu'on a oublié d'en parler lors de la commission. Voilà. Alors, pour vous répondre, les arènes, si vous voulez, ça fait partie du forfait clubhouse, etc., le clubhouse des arènes. Et les arènes, elles sont considérées, attendez, comme des stades. Comme le stade. 10 €, etc. Voilà. Et les ateliers municipaux, ils sont considérés comme local permanent, donc c'est 7 € du mètre carré par mois. Voilà. Merci Madame Richoux. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors, je soumets à délibération ce mode de calcul qui nous a conduit à proposer ces tarifs. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour?
L'unanimité, merci beaucoup. Le point suivant, c'est moi qui le rapporte. Donc, nous avons contracté avec la compagnie d'assurance Allianz un contrat dommage aux biens qui garantit notamment les objets présentés dans le cadre d'une exposition temporaire d'une durée maximale de 30 jours. Vous allez faire le lien là entre cette délibération et un point de décision que je vous ai exposé tout à l'heure. Le montant de la franchise qui est appliquée en cas de dommages subis par ce type de bien a été fixé à 1 500 €. Ce qui signifie que lorsqu'un sinistre se produit sur ce type de biens et que ce sinistre entraîne des frais inférieurs à 1 500 €, l'assurance ne va pas prendre en charge le dédommagement de l'exposant. C'est donc la commune qui doit le faire. Cependant, la trésorerie nous demande de prendre une délibération pour autoriser ce type de règlement. Et c'est pour ça que je vous demande maintenant de m'autoriser à indemniser directement un exposant en cas, bien sûr, de responsabilité reconnue de la commune et évidemment pour un montant inférieur à 1 500 €. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Alors on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour cette autorisation? L'unanimité. Merci beaucoup. Alors ensuite, nous passons à... Et non, directement à l'ancien point 10. Donc je vais passer la parole à Léo Bec qui va nous parler d'une modification dans le règlement de l'aire de camping-car. On cherche le micro. On l'a trouvé. Merci. Oui, alors suite à de nombreux soucis de dysfonctionnement électrique sur l'aire de camping-car et de nombreuses interventions de l'élu et de l'agent d'astreinte et de la police municipale, il a été constaté à de nombreuses reprises que des enrouleurs électriques n'étaient pas entièrement déroulés ou que des branchements multiples étaient faits au niveau électrique. Donc du coup, il est proposé ce soir au conseil municipal de délibérer pour voter la modification de l'article 7 du règlement intérieur de l'aire de camping-car pour interdire les enrouleurs et permettre à ce qu'il y ait des prises de courant rallonge aux normes CEE 17 pour pouvoir brancher les camping-cars. Est-ce que vous avez des questions? Monsieur Noguès. Dans l'article 7, il est parlé de contravention. Est-ce qu'on a un montant de la contravention et à quoi s'applique une contravention dans cet article? Tu peux répondre? Moi, je ne connais pas le montant non plus. On l'a fixé ou pas? Hein? Pas encore? Il va falloir qu'on le précise alors dans le règlement, effectivement. En fait, on a eu pour répondre à la suite de votre question, comme l'a dit Léo tout à l'heure, on a eu des comportements par rapport aux installations électriques qui ont été très nuisibles. Donc, des gens qui se sont branchés un peu n'importe comment sur les bornes. Donc, on est obligé d'introduire un point dans le règlement, comme vous l'avez compris. Effectivement, c'est un oubli de notre part. Nous n'avons pas précisé le montant de la contravention. Donc, il va falloir qu'on refasse une délibération à ce propos. En fait, il faut l'enlever. Voilà. Ouais, voilà. On ne va pas voter maintenant et puis revoter après. Ouais, c'est une erreur. On revotera ce point. Merci de votre vigilance. Merci. Donc, en fait, on ne vote pas. On annule cette affaire. On reviendra dessus. Pardon, donc oui, merci, j'insiste, merci d'avoir vu ce point manquant, relevé ce point manquant. Donc nous passons maintenant au point suivant. Il s'agit de l'acquisition d'une parcelle, l'acquisition à l'amiable, je le précise bien sûr, et je passe la parole à Thierry Tanguy. Merci Madame la maire. Oui, en fait c'est une proposition de vente qui nous a été transmise par la propriétaire qui n'est plus intéressée par le terrain
qui est situé au Pouzol, tout à côté. Alors, je pense que les gens qui sont qui regardent le conseil municipal en direct l'ont sur leur écran. Donc, c'est une parcelle qui est située tout à côté de la station d'épuration, légèrement au nord-est. C'est la parcelle A073, d'une superficie de 1063 mètres carrés. Et donc, de façon convenue, un compromis de vente a été proposé au prix de 1 euro pour la pleine propriété de cette parcelle. Et, bien entendu, dans ce cas de figure, on peut le comprendre, les frais d'acte relatifs à l'acquisition seront pris en charge par la commune. Vous avez des questions ? Est-ce que quelqu'un a des questions? Non? Pas de questions? Voilà, donc on propose de délibérer pour approuver l'acquisition de la dite parcelle dans les conditions indiquées dans la présente délibération et autoriser Madame le maire à signer tous les documents nécessaires à l'application de cette décision. Merci. Qui s'abstient donc? Qui est contre cette acquisition? Qui est pour? L'unanimité? Merci beaucoup. Nous passons maintenant au point suivant qui porte sur la convention de fonds de concours avec notre métropole et nous-mêmes, notre commune. Et je passe la parole à Serge de Seigne en tant que conseiller métropolitain. Merci. Madame le maire, je m'excuse, je prends la parole en lieu et place de Marie-Alice Pelé qui a eu un décès dans sa famille et donc qui n'est pas présente avec nous. Donc, une petite pensée à elle aussi. Il s'agit effectivement d'une délibération sur les conventions de fonds de concours qui ont été dépensées et apportées par la commune en 2021 et qui s'élèvent, vous verrez le détail tout à l'heure, à 200 001 € et les centimes, 85 centimes d'euros. Il s'agit des travaux qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation. Les fonds de concours, c'est ce qu'on apporte en tant que commune en supplément des travaux mis en place par la métropole et en plus de nos allocations, nos attributions de compensation. Les rues dont il s'agit, ce sont les rues d'aménagement de la rue de la Brèche, de la rue des Pêcheurs, du chemin du Mas-Neuf, de l'aménagement du boulevard du Chapitre, c'est au niveau du parking en face la vieille porte où on a fait un aménagement par rapport à des parcs à vélo. Les aménagements du boulevard des Chasselas, que vous connaissez, les aménagements de jardinières au centre-ville, l'aménagement de la rue des Flamands Roses et l'aménagement de certaines rues, c'est-à-dire l'apport qui était nécessaire à la fois sur des plantations qui ont été mises en œuvre et aussi des éléments. Voilà, le conseil municipal nous permettra de délibérer sur cette attribution de compensation. Merci. Fonds de concours, pas attribution de compensation. C'est pas grave. Oui, c'est fonds de concours, excusez-moi. C'est pas grave. Merci, Madame le maire, de nous reprendre. Je vous en prie, monsieur Serge de Seigne. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Monsieur Nogues. Le maire, j'ai donc regardé un petit peu tous les devis qui avaient été transmis justement pour tous ces travaux qui sont à réaliser. Et je me suis posé beaucoup de questions par rapport à beaucoup de quantités. Beaucoup de questions par rapport à des quantités qui ont été mises dans ces devis. Aujourd'hui, je voulais savoir qui contrôlait un petit peu toutes ces quantités, et notamment les surfaces qui sont traitées. Quand je prends la rue de la Brèche, j'ai presque 1000 mètres carrés, alors que si j'en ai 700 mètres en prenant en plus la place, c'est le bout du monde. J'ai plus de 1200 mètres carrés de géodétection sur 700 mètres carrés de travaux qui doivent être réalisés. Donc je me pose la question de savoir qui contrôle toutes ces quantités. Aujourd'hui, j'ai du tonnage d'enrobé. Je pense qu'on s'est complètement planté sur les quantités aussi de tonnage, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que si les entreprises font plus de quantité,
elles vont facturer beaucoup plus. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est en dessous de ce qui a été mis en termes de quantité d'enrobés. Et j'ai constaté ça sur la rue de la Brèche, la rue des Pêcheurs et le dernier, le centre-ville. Centre-ville où là, on fait de la régie, mais on a quand même des travaux avec des engins qui sont prévus pour ces travaux-là. Donc, j'aurais aimé avoir des explications, surtout qu'à la fin, derrière, on nous compte de la maîtrise d'œuvre pour tous ces travaux-là. Aujourd'hui, en 2015, il a été transféré l'ingénierie à la métropole. Pourquoi la commune doit supporter l'ingénierie maintenant de tous ces travaux-là? Aujourd'hui, c'est à la métropole de supporter l'ingénierie et pas à la commune. À la dernière page de toutes les estimations, donc VISA, DET, AOR, j'ai de l'ingénierie. Qui paye cette ingénierie? Est-ce que c'est la commune ou est-ce que c'est la métropole? Nous sommes là sur le premier point, le contrôle. Ça se fait normalement tous les mardis. On fait le point avec les travaux. On fait les travaux avec le responsable voirie de la métropole. Alors, par rapport, mettons, à la rue je prends la rue des Pêcheurs. La rue des Pêcheurs, elle a eu un premier travail qui a été fait au niveau de ce qui n'avait pas été fait jusqu'à présent, c'est-à-dire les services, les réseaux d'eau. Elle a été gravillonnée légèrement et maintenant elle est redécaissée et elle va être recommencée. C'est-à-dire qu'on est sur des vieilles rues, et il a fallu y avoir... Voilà. Sur la question de qui paye quoi, on est sur des marchés qui sont passés dans le cadre de la métropole, ce qu'on appelle le territoire littoral qui est en charge avec la section voirie à ces travaux, comme ça se fait depuis 2015, le passage à la métropole, dans le cadre des attributions de compensation et de la participation à hauteur de 49% de ces travaux par la ville. Effectivement, la métropole est en charge de ces travaux. Nous participons pour pouvoir réaliser plus de travaux qu'il y a dans les attributions de compensation avec des fonds de concours. Mais dans le détail de ce qui vous est présenté, il y a l'intégralité du coût pour montrer qu'on ne paye que 49%. D'accord? Donc, la métropole, dans le cadre des attributions de compensation, parce que quand on dit c'est la métropole, Monsieur Noguès, il ne faut pas oublier que c'est à partir de nos attributions de compensation, c'est-à-dire à partir de ce que payent les Villeneuvois dans le cadre des impôts, des 427 000 € qui sont attribués en attribution de compensation dans le cadre du fonctionnement et les 65 000 € qui sont attribués dans le cadre des attributions de compensation en investissement que c'est pris. Donc c'est les Villeneuvois qui, à terme, même si c'est une compensation métropolitaine, qui paient l'intégralité de la métropole ne paye pas sur ses fonds propres l'ensemble des travaux de voirie. C'est bien les collectivités locales. Voilà. Il n'y a que s'il y a des choses exceptionnelles, parce qu'il y a des subventions supplémentaires qui sont apportées, qui sont payées. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, il y a des maîtrises d'œuvre qui sont faites avec aussi des cabinets, des bureaux d'études qui sont payés dans le cadre des travaux. Voilà, que ce soit par la DEA qui a fait les questions de l'eau ou que ce soit par rapport aux services techniques de la métropole. Voilà les informations que je peux vous donner. Après, s'il y a des vérifications à faire sur les tournages, c'est très bien que vous ayez posé la question. Comme ça, même si nous, on vérifie, parce qu'on va sur le terrain, on va revérifier, y compris les tonnages, auprès des services. Et ça, vous pouvez aussi nous interroger, comme tous les Villeneuvois. Tous les mardis, on a une rencontre, un mardi sur deux, où on prépare la rencontre avec la métropole le mardi suivant. Merci pour ces réponses. Est-ce que c'est... Oui, allez-y, Monsieur Noguès. C'est toujours lié à tout ça. Ce que je voulais aussi préciser, faire 9 carottages pour déterminer de l'amiante sur 570 mètres carrés, le Conseil général en fait 2 sur 600 mètres carrés aujourd'hui. Donc, j'aimerais bien quand même, ça reste quand même l'argent des Villeneuvois, le nôtre, le vôtre. Donc j'aimerais bien qu'il y ait une vérification peut-être un petit peu pointue sur ces 2 villas, parce que je pense qu'il y a des sommes qui sont un peu exagérées sur certaines
certains postes. Voilà. À partir du moment où moi, je vois fourniture et pose ou enlèvement, y compris évacuation, et qu'après derrière, on me facture des camions à la journée, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit on met un prix, mais ce n'est pas y compris évacuation, soit on met des gens en régie. Aujourd'hui, tous ces devis-là, pour moi, il y en a une grosse partie qui ne sont pas conformes à ce qui doit être réalisé. C'est tout. C'est simplement ce que je voulais dire. Mais vous avez raison de faire part de votre sentiment là-dessus. Donc, je précisais bien que ce sont des devis qui sont adressés à la métropole. Je précise pour la population. On parle de compétences qui sont métropolitaines, là, hein, on parle de voirie. Donc, ce sont des devis demandés par la métropole aux entreprises et donc adressés à la métropole. C'est ensuite la métropole qui les examine et qui choisit les entreprises. Donc, pareil pour l'ingénierie, hein, dans le cadre, enfin, Monsieur Dessaigne vous l'a expliqué, mais dans le cadre du système de fonds de concours, nous participons à tout sur les travaux. Donc, ceci dit, effectivement, on abordera le problème en territoire métropolitain, en territoire littoral, lors d'une de nos réunions bimensuelles. On parlera de ces problématiques. Il y avait Thierry Tanguy qui voulait intervenir. Merci. Oui, je voulais juste préciser qu'en effet, comme dit Madame le maire, en fait, ce ne sont que des devis, ce sont des estimations qui permettent d'évaluer le montant des travaux. Voilà. Et bien évidemment, on a des agents de la métropole, mais aussi des agents de la commune qui participeront au contrôle de ce qui va être réellement mis en œuvre. Serge Dessaigne. Oui, et votre question étant une question de regard sur les travaux, on va faire ces demandes, mais on vous rendra compte de ce qui nous sera proposé. Donc, M. Noguès, ne vous inquiétez pas, on vous répondra très précisément. Tout à fait. Monsieur Noguès. Une dernière chose, concernant l'ingénierie, je me répète peut-être, mais on a fait un transfert de compétences. Pour la voirie aussi. Oui, mais à la métropole. Pas, oui, pour la voirie aussi. Donc, l'ingénierie, elle est à la charge de la métropole. Elle n'est pas à la charge... Mais la voirie aussi. Il y a quelque chose que vous ne saisissez pas. C'est qu'en fait, non, on est sur deux compétences qui sont métropolitaines, la voirie et l'ingénierie. Donc, quand la ville participe aux travaux sous la forme de fonds de concours, elle participe aussi, notre commune, à l'ingénierie. À l'opération complète, exactement. Le problème de l'ingénierie, c'est qu'on a transféré du personnel, que ce soit Latte, Pérol et Villeneuve, pour pouvoir pallier à ces problèmes d'ingénierie sur les travaux de voirie. Pour la voirie aussi. Pour ces travaux de voirie. Le personnel a été transféré pour créer un pôle ingénierie qui devait gérer tous ces travaux de voirie dans les 3 communes. Oui. Aujourd'hui, on se retrouve à gérer, à payer de l'ingénierie. Ah ben si, je sais quand même comment ça se passait. Hein. Aujourd'hui, on en est à payer de l'ingénierie parce que, en fin de compte, les pôles ne sont pas en mesure d'assumer l'ingénierie des voiries. C'est tout. Non, l'ingénierie, ce sont des bureaux d'études externes à la métropole. Ce que l'on a sur le pôle littoral, enfin ce qu'on appelait le pôle littoral aujourd'hui, qui s'appelle territoire littoral, ce sont des agents ils sont des exécutifs. Ils mettent en œuvre les travaux. Et ils font appel à de la maîtrise d'œuvre. Dans le domaine de la voirie, par exemple, mais dans le domaine de la signalétique aussi. Voilà, c'est un complément. Est-ce que c'est plus clair pour vous, Monsieur Noguès? Très clair. C'est très clair. Normalement, en 2015, il n'y avait pas de bureau d'études qui assurait l'ingénierie de toutes les voiries. C'était les pôles. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Il a été passé des marchés après de maîtrise d'œuvre parce que les pôles étaient dans l'incapacité d'effectuer l'ingénierie de ces réfections de voirie. C'est tout. Mais dans tous les cas, en 2015, il était prévu que ce soit les pôles qui assurent l'ingénierie de toutes les voiries. C'était pas aux communes d'assumer l'ingénierie. Monsieur Noguès, je me permets de répondre directement, sans passer par Madame le maire, je m'en excuse. Mais quand on parle de transfert de compétences,
en 2015, il y a eu une compétence, la compétence voirie, avec, comme l'avaient les communes. Et les communes, quand elles avaient besoin de faire appel à des bureaux d'études, elles faisaient appel à des bureaux d'études. Et nous avons eu, par rapport à cette compétence voirie, nous avons eu à déposer, en fonction des travaux faits pendant des années, des moyens pour permettre à cette nouvelle métropole de fonctionner. La commune a décidé de rentrer dans la métropole, elle a donné des attributions de compensation et elle a donné des moyens de 2015. C'est toujours les mêmes moyens en 2022. On est à taux constant. La seule modification, c'est les fonds de concours. Donc, c'est les mêmes sommes qu'en 2015. On est en 2022. Donc, aujourd'hui, la métropole va nous faire travailler, je l'annonce parce qu'on l'a déjà annoncé, mais à ce qu'on appelle au pacte financier, après le pacte de gouvernance. Et la question, justement, de comment faire fonctionner les machines entre 2015 et 2022, c'est comment faire fonctionner la machine municipale entre 2015 et 2022. Les charges de salaire, les charges sociales, les charges d'activité, le coût des productions de matériaux ont changé. Donc, comment on fonctionne? Monsieur Noguès, il ne faut pas faire semblant de ne pas savoir ça. Je sais que vous le savez. Et je vous fais confiance, je viens de vous répondre sur des éléments de fond. Nous ferons en sorte de savoir, et nous le savons aujourd'hui, comment ça se réalise, mais nous ferons en sorte, ensemble, de voir quel devra être le pacte financier pour savoir comment, dans l'avenir, dans les rapports entre communes et métropoles, on fonctionnera financièrement. Donc on va clore le débat sur ce point. Je vous propose de passer au vote. Donc il s'agit d'approuver le versement des fonds de concours qui sont décrits dans le tableau. Qui s'abstient? 5, pardon. 5 abstentions. Qui est contre? Qui est pour? La majorité. Merci beaucoup. Ensuite, le point suivant concerne l'organisation du temps de travail et je passe la parole à Arnaud Fleury. Bonsoir. Alors, oui, donc l'organisation du temps de travail. Donc, suite à des discussions avec les représentants du personnel, notamment au cours du comité technique du mois de novembre. Pardon, Arnaud. Ouais. Mieux, là. Merci. Et moins vite, s'il te plaît. Pardon. Donc, suite à des discussions avec les représentants du personnel, notamment au cours du comité technique du mois de novembre, nous proposons aujourd'hui une modulation des horaires journaliers des agents de certains services administratifs afin d'apporter une certaine souplesse dans ces horaires, en fixant des plages fixes et des plages variables, ainsi qu'une pause méridienne flottante. Alors, il y a 3 choses que je voudrais souligner. La première chose, c'est que cette souplesse ne sera pas un droit. Le bon fonctionnement et la continuité des services restent la priorité. C'est la raison pour laquelle tous les agents ne peuvent pas être concernés, ni tous les services. La deuxième chose que je voulais souligner, c'est que les agents auront toujours l'obligation d'effectuer le nombre réglementaire d'heures de travail, c'est-à-dire aujourd'hui 35 heures par semaine, avec des journées de travail qui ne peuvent pas excéder 10 heures. Et enfin, la troisième chose que je voulais souligner, c'est que pour bénéficier de cette souplesse, l'agent devra en faire la demande au préalable et obtenir l'accord de son responsable hiérarchique, afin que la continuité du service soit vraiment effective et réelle. Donc dans les faits, voilà, ça permettra surtout à certains agents de pouvoir à titre occasionnel commencer un peu plus tôt pour finir un peu plus tôt ou inversement. Donc les articles de cette délibération fixent le cadre, donc, notamment en listant les agents concernés dans l'article 1. Dans l'article 2, l'article 3, l'instauration des plages fixes et variables. Donc on a des plages fixes. Alors les plages fixes, c'est les plages où tous les agents doivent nécessairement être présents. Donc les plages fixes sont de 9h à midi et de 14h à 16h. Sur ces horaires, tous les agents seront présents.
Mais en amont, on fixe une plage variable de 8h à 9h, donc l'agent pourra prendre soit à 8h, soit à 8h30, soit à 9h. De même que le soir, on fixe une plage variable de 16h à 18h. Et enfin, la pause méridienne flottante, elle se situe entre 12h, entre midi et 14h, et elle ne pourra pas faire moins d'1 heure. Voilà, et enfin, il y a aussi la date d'effet qui est fixée dans le dernier article, puisqu'on attaque ça dès ce mois de février. Voilà. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Nogues? Non, c'est juste pour dire qu'on était assez favorable à ce genre de choses. Et tant que la continuité du service public est assurée, autant le faire. Exactement. Voilà. Merci de cette remarque. Moi, je vois 2 avantages à cette proposition. C'est d'abord plus de souplesse pour les agents, donc ça leur permet de mieux coller éventuellement leurs horaires de travail avec leur vie privée. Et ensuite aussi de moduler les déplacements maison-travail, travail-maison, et de peut-être être moins soumis aux embouteillages. Donc ça désengorge les routes et ça permet aussi aux agents, dans une certaine mesure, d'échapper aux embouteillages le matin et le soir surtout. Donc des avantages à plusieurs niveaux. C'est bon pour vous? On passe au vote. Donc les abstentions, les contre, les pour, l'unanimité. Merci beaucoup. Et ensuite, pour terminer, le dernier point concerne, comme c'est souvent le cas en conseil, la modification du tableau des effectifs. Et c'est encore Arnaud Fleury qui nous présente cette affaire. Oui, le tableau des effectifs, c'est mon petit bébé. Je disais, le tableau des effectifs, c'est mon bébé. Donc un grand classique, nous créons au tableau des effectifs un emploi permanent d'adjoint d'animation principale de 2e classe à temps non complet de 21 heures par semaine. Ça, c'est pour un retour de disponibilité. Et nous créons également un emploi permanent de rédacteur à temps complet, ainsi qu'un emploi permanent de rédacteur principal de 2e classe à temps complet. Ça, c'est pour le recrutement à venir du chef du service événementiel et protocole. Et on crée ces 2 postes parce que, évidemment, on ne sait pas encore quel grade aura l'agent recruté. Donc, voilà, en prévisionnel, on crée les 2 afin de ne pas être coincé. Voilà, tout simplement. Merci. Des questions? Non? Alors, je mets au vote cette modification du tableau des effectifs. Abstention? Contre? Pour? L'unanimité, merci beaucoup. Alors, avant de clôturer ce conseil municipal, j'ai une dernière communication à vous faire parce que j'ai oublié de le faire en début de conseil. Nous avons en ce moment sur la commune 3 agents recenseurs qui ont, nous sommes obligés de procéder à ce recensement puisque c'est l'INSEE qui a choisi un échantillon de la population, 8%. Donc certains de nos concitoyens voient arriver chez eux des agents recenseurs, obligation administrative légale pour la commune. Donc je vais vous donner les prénoms de ces 3 agents recenseurs parce que ça peut être intéressant pour vous s'ils viennent sonner à votre porte pour les identifier. Il s'agit de Carole, Marie, Hélène et Johan. Donc voilà, c'est un acte obligatoire, en tout cas au moins pour la commune, parce que de ces chiffres vont découler la dotation que l'État versera à la commune au budget communal. Donc je vous laisse imaginer l'importance que ça a pour nous et donc pour tout le monde ici à Villeneuve. Ces statistiques aussi, qui seront obtenues par ce biais-là, permettront de guider l'action publique, de mieux faire coller les équipements de la commune aux besoins de la commune, par exemple au niveau des écoles, des crèches, de l'EHPAD, de la maison de retraite et des équipements sportifs, etc. Donc ces statistiques aussi permettent de déterminer par exemple les moyens en termes de transport public, éventuellement de restauration de quartier aussi. En fait, sur le recensement, c'est un dispositif vraiment essentiel pour adapter les besoins, les choix politiques et aux besoins de la commune, les choix politiques et les choix réels de toute façon, aux besoins de la commune.
Donc je vous demande, s'il vous plaît, si ces agents se présentent à votre domicile, de leur réserver le meilleur accueil possible et de bien vouloir remplir le document en papier ou le document en ligne qu'ils vous présenteront. Voilà. Merci beaucoup sur cette dernière communication. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci d'avoir été là, tous, élus, publics, agents. Oui, tout à fait. Et oui, pardon, oui, donc je faisais tout d'un coup, mais pourtant je l'avais en tête. Mais donc, pardon. Nous allons maintenant donner la parole au public avant de partir. Oui, je vois une main qui se lève, Monsieur Bonafous. Nous allons vous passer le micro. Oui, j'ai clos le conseil municipal, hein, c'est ça que je voulais dire en fait. Hein, je l'ai clos. Je l'ai clôturé. Pardon. C'est bon là, on m'entend? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Vous avez beaucoup parlé dans le conseil municipal d'aujourd'hui du centre culturel qui va avoir 30 ans. Ça ne me rajeunit pas. 30 ans déjà. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un outil qui a fonctionné depuis le temps, qui a bien fonctionné. C'est vrai que 30 ans, normal, vous avez parlé de travaux, il a bien vieilli. Je pense qu'il a bien vieilli. Il aurait fallu certainement faire des travaux peut-être avant pour le maintenir à son niveau. Mais enfin, il a bien vieilli. Donc, ce que je voudrais vous rappeler surtout, c'est le contexte dans lequel a été construit ce centre culturel. Dans la campagne électorale de 1989, on avait parlé de construire une salle polyvalente. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que la seule salle qui servait de fête, c'était la salle de l'ancien conseil municipal. C'est la seule salle qui servait d'ailleurs de festivité. C'est la salle Mandela. La salle Mandela, oui. Voilà. Et donc, je vous laisse entrevoir le bruit, parce qu'elle servait aussi à des fêtes de famille, à toutes les fêtes, le bruit en centre-ville. Et donc, il fallait à tout prix trouver un moyen de pouvoir continuer à festoyer. Et donc, on s'était orienté et on avait dit dans notre programme qu'on construirait une salle polyvalente. Qu'est-ce que ça veut dire, polyvalente? Ça veut dire que ça sert à tout, au sport, à la culture. Et d'ailleurs, il y a eu des manifestations sportives samedi ici. Oui, mais c'est pas ça l'objet de mon intervention. On a associé dans le cadre de la construction de cette fameuse salle polyvalente l'ensemble de la vie associative, enfin ceux qui ont voulu participer, et on a comme ça fait 7 ou 8 visites de salles, soit de salles polyvalentes, soit de centres culturels, soit de centres dédiés au sport. Et on nous a alertés sur le fait qu'il ne fallait surtout pas construire une salle polyvalente parce qu'en fait, il y avait soit le sport, soit la culture prenait le dessus, et que notamment la culture c'était souvent au détriment du sport. Donc comme on avait un réel besoin de culture, le conseil municipal de l'époque, sur la proposition de M. le maire, a opté pour une salle, un centre culturel, qui a fait l'objet d'un concours d'architectes à l'époque, et donc les travaux se sont achevés parce que c'était 89 conseillers attelés et ils ont été finis les travaux ont été finis en 92 et inaugurés. C'est pour ça qu'en 2022, ça fera 30 ans. Simplement pour terminer, je voudrais simplement vous dire de ne pas oublier ceux qui ont participé, qui ont travaillé sur ce centre culturel. Je parle notamment des conseillers municipaux et des adjoints de l'époque. Il y en a un certain nombre qui ne sont plus là, mais ceux qui sont là seront, je pense, ravis d'être associés à la fête que vous allez organiser au mois d'octobre. Merci. Merci de toutes ces précisions. Et oui, nous retenons cette remarque d'associer les élus de l'époque qui ont travaillé sur ce projet. Et les techniciens aussi, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Je vois une main qui se lève à droite. Enfin oui, c'est à ma droite.
À votre Oui. gauche, mais à ma droite. Je m'excuse, mais j'ai commencé. Hein. Ah, pardon. Ah. Et oui, je suis caché par la caméra. Alors, vous ne vous disputez pas? Non, non, mais c'est très court. C'est très court. Allez-y. Je voulais poser la question. Bonsoir d'abord, bonsoir à tout le monde. Et j'ai lu sur un petit truc, qu'il y avait possibilité maintenant d'entrer dans les maisons de retraite sans le pass sanitaire. Vaccinal. Est-ce que vous avez quelque chose à ce sujet? D'entrer en tant que visite? Oui. Non, je ne pense pas, non. Il y a Tellement de mauvaises nouvelles et de bonnes qu'on ne sait plus où... Oh, ben non, non, vous n'avez rien reçu à ce sujet. Alors, si, Serge, tu veux dire quelque chose? Ou Thierry? Il faut le pass sanitaire? Vaccinal. Hein. Parce que le pass sanitaire, c'était obligatoire. Et à ce qui paraît que le pass vaccinal ne sera pas obligatoire pour aller dans les maisons de retraite. Oui, visiblement, c'est vrai. On est sur cette base-là par rapport, je vais préciser, par rapport aux familles. Ah, c'est les familles uniquement. On est dans uniquement. les visites des familles. On n'est pas dans le libre accès à tout le monde. Les autres personnes qui doivent intervenir doivent être munies de ce sésame qui s'appelle le pass vaccinal. Ah bon? Bon. D'accord. Ah oui. Pas de problème. Voilà. Désolé. Monsieur. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je voudrais revenir sur un point qui me paraît, qui inquiète beaucoup de Villeneuvois. C'est sur l'éviction de M. Christophe Derouche, qui était alors premier adjoint, qui a été incité à démissionner du conseil municipal, si j'en crois un petit peu ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Or, le Conseil d'État, apparemment, lui a donné raison. Alors, ma question est la suivante. Ne serait-il pas opportun, judicieux, je ne connais pas la réglementation en la matière, mais que M. Derouche soit rétabli dans ses fonctions de premier adjoint. Alors, je connais votre point de vue, parce que j'avais écouté, on ne va pas refaire le discours que vous aviez fait, les raisons pour lesquelles vous ne vouliez pas que M. Derouche reste au conseil municipal, mais la question que se posent beaucoup de gens, est-ce que c'est une affaire personnelle ou c'était vraiment une affaire de compte de campagne? Parce que dès lors que le Conseil d'État lui donne raison, pour moi, ça fait jurisprudence. Alors, pour vous répondre clairement, donc effectivement, je ne comprends pas bien l'objet de votre question, puisque comme vous l'avez dit vous-même, vous savez très bien pour quelles raisons j'ai demandé... Enfin, nous avons voté pour la destitution de sa fonction de premier adjoint concernant M. Derouche. Donc, M. Derouche, je rectifie parce que vous avez dit au passage de le réintégrer en tant que conseiller municipal. Il est toujours conseiller municipal, hein? Oui, mais il devait partir. S'il avait été... si vous voulez, si le Conseil d'État ne lui avait pas donné raison, il aurait été démis de ses fonctions de conseiller municipal, si je comprends bien. Hein, on est d'accord. Tout à fait. Donc, ce n'est pas le cas. Non. Donc, ce n'est pas le cas. Il n'a rien fait. Il a été innocenté, en clair. Tout à fait. D'accord. Enfin, donc, alors, moi, je pose la question, est-ce que c'est une affaire personnelle? Mais ce n'est pas moi, c'est les 1023 électeurs qui ont voté pour lui. Parce que si c'est une affaire personnelle, je comprends. Mais quelle affaire personnelle? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, parce que là, apparemment, il y avait un problème dans ses comptes de campagne. Mais ça n'a rien à voir avec nous, hein? Non, ça a à voir qu'il y avait quand même une fusion des deux listes. Rien à voir, du tout. Bon, ben d'accord, ça n'a rien à voir. Alors, ce qu'on va faire, parce que je pars sur un domaine que je ne connais pas avec beaucoup de précision... Alors, attendez, je vais vous répondre même quelque chose, hein, très honnêtement. Je vais vous dire, le jour où j'ai appris que M. Derouche était impliqué dans cette affaire, c'est quand le tribunal administratif a envoyé à la collectivité le jugement. Je n'étais absolument pas au courant, parce qu'en plus, M. Derouche n'avait pas pris la peine de me mettre au courant. D'accord? Donc, M. Derouche a été jugé comme inéligible en première instance, c'est-à-dire par le tribunal administratif, pour ses comptes de campagne sur le premier tour. Et je n'étais absolument pas au courant. D'accord, mais moi, je ne suis pas dans le secret des dieux. Alors, il y a une dame qui, j'ai vu sur les réseaux sociaux, dans
Villeneuve sans censure ou des choses comme ça. Il se dit un peu beaucoup de choses. Donc, il y a des gens qui ont raison, d'autres qui ont tort. Je ne sais pas. Je ne fais pas partie du conseil municipal, mais en tout cas, comme vous le savez, j'ai fait partie de la liste de M. Derouche. Alors, la question est la suivante, parce que je ne veux pas non plus vous faire perdre votre temps. J'aimerais, d'une part, vous m'avez donné une explication, j'aimerais connaître la position de Christophe Derouche sur la réponse du Conseil d'État. J'aimerais connaître sa position. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je vais lui donner la parole. Merci. J'ai pris la peine d'envoyer un SMS à M. Derouche il y a quelques jours pour lui proposer de faire une intervention en conseil municipal aujourd'hui. Il m'a répondu hier « Bonne année ». Et à ce soir. Bah, il est poli. Ou ce soir, oui. Mais enfin, je veux dire, voilà, bon, ok. Donc vous êtes arrangés tous les deux pour qu'il fasse une intervention, il va la faire. Non, mais attendez, je ne suis pas avec Christophe Derouche, il est kinésithérapeute, je l'ai connu dans sa salle de sport et comme kiné. Je veux quand même remettre les choses en place. Je ne suis pas avec lui ni contre lui, c'est juste une question de logique. Alors moi, je peux vous expliquer la raison pour laquelle le Conseil d'État, parce que c'est pas, voilà, c'est équivalent à la Cour d'appel, le Conseil d'État a donné raison à M. Derouche. Il a été estimé que M. Derouche n'avait pas eu l'intention de tricher dans ses comptes de campagne, que les comptes de campagne présentaient un montant relativement faible, on va dire, et qu'ensuite, surtout ce qui a joué en sa faveur, et moi je trouve ça très bien, c'est le contexte Covid, et toutes les affaires du même ordre ont été jugées de la même façon. Mais en fait, n'oubliez pas, c'est le contexte Covid qui a fait ça. Alors, c'est vrai que de toute façon, peut-être que s'il n'y avait pas eu le contexte Covid, M. Derouche n'aurait pas été dans cette difficulté-là. On peut le penser. Mais ça ne peut pas faire jurisprudence dans la mesure où on est dans un contexte Covid. Et qu'en général, dans ce type d'affaires, le requérant en Conseil d'État n'a pas raison. Enfin, il ne lui est pas donné raison. D'accord. Mais comme je suis quelqu'un de nature très, très curieuse, donc d'abord, d'une part, je souhaiterais connaître son point de vue, parce qu'il ne me l'a pas donné, je ne le connais pas, figurez-vous. Et puis d'autre part aussi, j'aimerais bien connaître un petit peu le point de vue de ces anciens lieutenants colistiers. Parce que la façon dont il s'est fait éjecter de son poste de premier adjoint, si vous voulez, je ne suis pas au conseil municipal, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qui s'est dit, je ne sais pas ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait ou ce qu'il n'a pas dit. Mais j'aurais bien aimé connaître le conseil de ces colistiers, ces anciens colistiers, pardonnez-moi, qui pour lui c'était un gourou. Non, parce qu'il y a quand même un truc qui ne va pas dans l'histoire. Si je reprends, vous permettez, Monsieur De Seyne, que je me réfère à vous, il m'a fait un petit cours sur la démocratie quand j'étais intervenu au mois de septembre, je crois. La démocratie sur une liste de 33, vous m'arrêtez si je me trompe, sur 33 personnes. La fusion, elle a été faite comment? À main levée, là, je vois ici, lorsqu'il y a un conseil municipal, les gens lèvent la main pour ou contre, abstention. J'ai moi-même animé, je continue d'animer c'est pas la même chose, des assemblées générales de syndics de copropriété. On vote. Là, apparemment, il y a eu combien de gens qui ont voté pour la fusion des listes, qui après, 1 an et demi après, a donné lieu à l'éjection du premier adjoint. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Moi, je me pose la question, mais beaucoup de gens de mon entourage se posent la question. J'ai expliqué clairement les choses. Vous avez vu de la façon dont s'est déroulé le vote. Vous l'avez vu? Oui, mais... D'accord? Non. Vous connaissez les résultats du vote? Après, je ne sais pas, si vous voulez m'accuser clairement de quelque chose, faites-le là maintenant. Je veux pas vous manquer de respect, Madame le maire. Je m'adresse à vous, je vous le dis en tout état de cause. Je dis simplement, quand il y a eu un vote pour la fusion des deux listes, qui est tout à fait normal, c'est démocratique, ça se fait. Je vous montre sur 33 personnes combien il y en a eu, parce que vous savez bien qu'il y avait une liste de 33 personnes avec Christophe Derouche, combien de personnes ont voté pour la fusion? Combien? De quoi vous parlez? Quelle fusion? La fusion des deux listes, dont monsieur... Mais c'est pas en conseil municipal que ça a été fait, ça? Non, ça n'a pas été en conseil municipal, ça a été fait avant les élections. Mais justement, monsieur Derouche a diffusé sur les réseaux sociaux un papier
D'accord? Qu'en cas qu'il y aurait au moins 3 adjoints, il n'y en a plus que 2, de la liste de M. Derouche. Alors, bon, après, si vous voulez, Je peux répondre. on ne va pas non plus y passer la soirée, Non. mais je voulais Alors, simplement avoir la position par rapport à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Hein, c'est un peu le téléphone arabe. Hein. Donc, je voulais savoir et connaître la position de Christophe Derouche. D'abord, oui, on va lui donner la parole, mais est-ce que, puisque vous l'avez exprimé, au passage, vous avez peut-être oublié, mais est-ce que certaines des anciens colistiers de Christophe veulent intervenir ou pas, là? Non, mais j'ai pas l'impression qu'ils D'accord. j'ai pas l'impression qu'ils aient envie de le faire. Et non. de toute manière, vous savez, le meilleur, en général, il se garde pour la fin. Le bouquet d'artifice final, ça se garde pour la fin. Donc, pour l'instant, non, ils n'ont pas envie d'intervenir, et puis c'est bien compréhensible. Donc, je remercie Christophe de bien vouloir nous éclairer et d'éclairer les 1023 électeurs qui ont voté pour toi sur ce qui s'est passé réellement par rapport à ce que tu as diffusé sur Facebook. Je peux 2 secondes, calme. Dylan Couder, et je vais passer la parole à Christophe Derouche. Bonsoir. Tout d'abord, je ne comprends pas très bien votre question parce qu'il y a eu un conseil municipal sur lequel on a échangé sur ce sujet-là. Moi, je vais dire clairement les termes. Hein. Je ne vais pas me cacher. On n'a pas destitué M. Derouche par rapport à l'affaire en justice. C'est tout autre chose. Expliquez-vous. Moi, ça va être très simple. La première fois, j'ai voulu parler. On n'a pas voulu que je parle, je vais le dire. D'abord, écoutez, Monsieur Couder, attendez, monsieur, laissez parler. Ne coupez pas la parole, moi je ne vous ai pas coupé la parole. parler parce que je vous ai connais écouté, moi, je ne toute la- sais pas qui est ce monsieur, je ne le connais pas, je ne vous c'est connais pas pas. grave. Donc, Couder Dylan, enchanté. présentez-vous, vous êtes quoi? Vous êtes jeunesse- adjoint, je suis conseiller? adjoint à la jeunesse au Je sport. crois qu'on va arrêter cette mascarade-là. C'est pas Alors, une ou vous mascarade. le laissez parler ou on arrête. C'est clair? Moi, si vous voulez, je m'adresse à vous, Madame le maire, puisque vous Non. avez la... vous Excusez-moi, nous laissez la- excusez-moi, vous nous monsieur, laissez je vous ai pas coupé la parole, ok? Hein, moi, je vous regarde droit dans les yeux là, à l'heure actuelle. C'est un manque de respect total envers ma personne. Donc moi, je vais vous expliquer clairement. C'est, disons, les mots à moi, c'est ma pensée. Alors pourquoi, Monsieur Derouche, on a décidé de le destituer? Je vais faire simple. Hein. Pour nous, il y a eu un manquement dans son travail en tant qu'élu, tout simplement, d'investissement. On n'a pas voulu débattre sur ça parce que tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, parce que nous, clairement, on s'en fiche vraiment de ce qui se dit. Parce qu'on sait vraiment le pourquoi du comment, on l'a expliqué en conseil municipal. Et puis même, on est très honnête avec la population. Je ne suis pas là pour descendre une personne en public, en fait. Ça, on en a parlé tous ensemble en bureau municipal. Après, si vous voulez vraiment les vraies raisons, est-ce que Madame le maire m'autorise à dire tout, vraiment tout, le fond de ma pensée, que j'ai le droit d'échanger? C'est pour ça, monsieur, comme vous ne pouvez pas me répondre précisément, c'est pour ça que lorsque Madame le maire donne la parole au public, c'est à Madame le maire, la responsable de notre commune, qu'on s'adresse. Je ne m'adresse pas au conseiller. En fait, on est tous responsables. Si j'ai envie de m'adresser à une personne en particulier, je demanderai l'autorisation à Madame le maire. Mais vous voulez quand même vous demander à ce que je donne la parole à Monsieur Derouche. Oui, je veux bien. Je vous remercie si vous voulez bien le faire. Vous n'êtes pas obligé, mais bon. Alors, je vais vous répondre. Au conseil municipal où nous avons voté la destitution de Monsieur Derouche de sa place de premier adjoint, j'ai largement édulcoré mes propos. D'accord ? Donc, Monsieur Derouche nous a posé de gros problèmes de fonctionnement au sein de notre majorité. Un manque d'investissement dans le travail, un manque de rigueur, un manque de compréhension des processus de décision à la majorité, une tendance à vouloir décider tout seul certaines choses ou juste en bilatéral avec moi. Je ne fonctionne pas du tout comme ça. Donc on a été extrêmement gênés, ralentis par son manque d'adhésion à notre fonctionnement de façon grave. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé, à l'unanimité des 24 que nous étions, de le destituer de sa fonction de premier adjoint. Oui, l'opposition, malgré tout, a voté contre. Hein. Donc, vous ne m'avez pas entendu, j'ai parlé des 24 de la majorité. Oui, y compris ces anciens colistiers
qui le vénéraient. Et en plus, Donc ils sont ça, absolument- j'ai bien compris. Ouais. Bon, allez, D'autre part, vous il y a laissez, pas eu- vous il y a laissez pas- le micro. il y a Vous pas laissez eu- le micro. Je vais donner la parole à Monsieur Christophe Voilà. Derouche. Mais Merci. Une dernière chose, Madame le maire, si vous me permettez. Lorsqu'il y a insuffisance professionnelle, en général, il y a un procès-verbal, il y a un écrit, il y a un rapport. Ouais, mais bien sûr, là, c'est des élus, monsieur, hein, dont il s'agit. Hein. Ne dites pas n'importe quoi. Non, Nicolas, Nicolas. Je vois quand on dérange, c'est vrai que le ton n'est pas le même. Bon, Christophe, je remercie Madame le maire de laisser la parole à Christophe Derouche. J'en avais de toute façon Merci de votre l'intention. attention quand même. Je peux. Bon, merci Véronique de me donner la parole. Alors, je vais vous expliquer, ou t'expliquer comment ça fonctionne. Dans nos démocraties, pour assurer l'équité entre les candidats, on fait ce qu'on appelle des comptes de campagne. Véronique en a fait, M. Noël Ségura en a fait, j'en ai fait, sur lequel on met les dépenses et les recettes. Derrière, on a une structure administrative qui contrôle la forme et le fond. Or, il s'est avéré dans ce cas qu'au niveau de la forme, j'étais relativement surpris. La Commission nationale des comptes qui contrôle la forme, il manquait un tampon quelque part. Ils ont dit c'est pas bon. Donc très bien. Donc je fais appel. C'est tellement absurde. Je fais appel. Tribunal administratif, ils ne sont pas embêtés. À notre grande surprise, à ma grande surprise, ils n'ont pas regardé. Ils ont dit c'est bon. Donc au passage, j'en profite pour informer Monsieur Véronique, qui n'était sûrement pas au courant, et Serge, que le juge, il ne peut déclarer un candidat inéligible que dans le cas où il y a une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, ce qui n'est pas le cas. Ça fait 2 ans que ça existe. Donc les personnes qui sont éjectées pour des raisons de forme sans la raison de fond, tout ça, Véronique, ça n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'il y a le Covid que je me maintiens. Je t'inviterai, ou je le ferai, je ne l'ai pas fait, mais je mettrai une photocopie, si tu veux, des nouvelles règles auxquelles sont assujettis les juges des tribunaux administratifs. Heureusement qu'il y a un Conseil d'État au-dessus qui fait bien son travail. Et le Conseil d'État, bien sûr, m'a donné raison, heureusement. Alors effectivement, j'ai eu un coup de fil de Véro et de Serge, me demandant, parce que je pense qu'ils n'étaient pas au courant, donc je pense qu'ils n'étaient pas au courant, ils m'ont dit, bon, tu démissionnes, je peux continuer, Bien voilà. sûr. Et surtout, tu ne fais pas appel. Or, pour moi, si vous voulez, je faisais partie d'une liste, on avait 27%, ceux qui étaient pas mal. Une des bases de notre société, c'est de pouvoir se défendre. Il était hors de question que je ne fasse pas appel, surtout que j'étais dans mon bon droit et le Conseil d'État était là pour le faire respecter. Ce qu'il a fait, il m'a donné raison. Ce n'est pas une histoire de Covid qui a fait que je suis toujours conseiller municipal. C'est que depuis 2 ans, devant les abus de ces tribunaux administratifs, l'État a décidé, et à travers lui, le Conseil d'État, d'arrêter de rendre inéligibles des gens qui n'ont pas fraudé, qui n'ont rien fait de mal. Alors qu'à côté, vous avez des bandits qui s'en tirent. Donc tout ça, c'est fini. Véronique et Serge, depuis 2 ans, les tribunaux administratifs sont sanctionnés par le Conseil d'État qui travaille sur le fond et non pas sur la forme. C'est pour ça que je suis là. Ce n'est pas à cause du Covid. Et même s'il n'y avait pas eu de Covid, je n'aurais pas été destitué. Le Covid, ça a entraîné un jour de retard dans la distribution du courrier. Effectivement, il n'y avait personne nulle part. Donc la lettre avec le petit tampon, elle est arrivée avec un jour de retard. Voilà, donc je suis là. Je pense que Serge et Véronique ne savaient pas. Je vous enverrai des articles, mais depuis 2 ans, c'est fini. On n'éjecte pas les gens comme ça, car il n'y a pas de fraude. Voilà, je vous enverrai les articles des nouveaux fonctionnements des conseils d'État. Merci Véronique, merci Serge. Voilà, j'espère que je t'ai éclairé et ce n'était pas prémédité, comme tu as sous-entendu, entre Jean-Pierre et moi. La demande. Merci Véronique de m'avoir laissé en tout cas la parole. Je vous remercie.
Je t'en prie. Donc, je confirme qu'effectivement, nous n'étions pas au courant de cette affaire avant de recevoir le jugement du tribunal administratif. Tout à fait. Et moi, ensuite, j'ai lu le jugement du Conseil d'État. Alors, j'ai peut-être pas bien compris, mais il m'a quand même bien semblé qu'il était parlé du contexte Covid. Hein. Le contexte Covid. C'était pris en compte dans le jugement final. Le contexte Covid pour les pièces, c'est tout. C'est Tout à stipulé. fait. Voilà. Tout à fait. Pour l'arrivée des pièces. Et oui. Voilà. Donc l'arrivée des pièces qu'ils ont reçues. Je me souviens très bien. En fait, ce qui était expliqué, c'est qu'ils considéraient que le contexte Covid avait pu brouiller la lisibilité des règles pour les candidats qui déposaient leur liste. Leur compte de campagne, pardon, pas leur liste. Sur les délais, oui. J'ai vu. Oui, que C'est les bon. délais. On a une autre personne. Merci. Merci. On a une autre personne dans le public qui veut faire une intervention. Bonsoir. Bon, là, ça va être compliqué de parler après, là, mais bon. Courage. Oui, merci. Moi, c'est pour la zone à faible émission. Oui. Voilà, donc à partir de juillet 2022, alors la zone à faible émission, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un périmètre dans lequel la circulation des véhicules les plus polluants est limitée ou interdite. Donc c'est national et chaque ville... C'est pas tout à fait national. Alors pour poser le contexte, c'est la Cour européenne qui a condamné l'État français parce que l'État français est très mauvais élève en termes de gaz à effet de serre et n'a pas tenu ses engagements de réduction de ces gaz. Donc voilà la genèse de cette loi. Et cette loi s'est imposée à certaines grandes métropoles déjà, comme par exemple la métropole de Grenoble, qui, vous le savez, est extrêmement polluée. Ouais. Et là, c'est notre tour, effectivement. Voilà. Enfin, il y a quelques villes qui sont concernées. Métropole. Et alors l'année dernière, il y avait plusieurs scénarios pour Montpellier qui étaient possibles. Entre autres, les véhicules qui étaient concernés de livraison sur le paramètre de l'aire piétonne, ou tous les véhicules sur ce même aire, ou troisième solution, un périmètre élargi au faubourg et jusqu'à l'autoroute, avec des restrictions d'accès modulées par rapport aux critères, avec une progressivité dans le temps. Bon. Ah oui. Bon. Ben là, il n'y a rien de tout ça, puisque ça concerne Montpellier et 10 villes à peu près alentours, Castelnau, Jacou, Crest, enfin voilà, Saint-Jean-de-Védas et Villeneuve-les-Maguelones. Voilà. Donc c'est là où je voulais en venir. Est-ce qu'il est prévu d'informer toute la population ? Bien sûr. Parce que je pense qu'on n'est pas trop au courant, mais même... Concernant Montpellier, on n'est pas trop au courant. Il faudra acheter, apparemment, tout le monde les vignettes. Est-ce que ça sera tous les véhicules qui seront concernés ? Moi, pour l'instant, je n'ai rien trouvé de tout ça. Donc, voilà. Est-ce que c'est prévu rapidement ? Enfin, même si ça ne va rien changer, hein, parce que, bon, on n'aura pas changé de véhicule d'ici le mois de juillet. Hein. Donc, voilà. Et je suppose... que c'est quand même une histoire d'argent derrière tout ça, que les métropoles auront droit à des subventions de l'Europe, voilà. Et donc nous, Villeneuve, vous avez bien donné l'autorisation. Enfin, je ne sais pas comment ça. Je vais répondre. Voilà. Très bien. De toute façon, c'est une question extrêmement intéressante que vous posez là. Donc non, c'est pas une question d'argent, pas du tout. C'est une question de survie de l'espèce humaine, hein, je vais être très claire. Il y a des pays comme par exemple l'Italie qui sont déjà passés à ce type de réglementation depuis 8 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On attend encore. Nous avons 40 000 morts par an en France, direct. Hein.
des morts directes pour des raisons respiratoires. Mais le problème, il n'est pas là, parce qu'en fait, le nombre de morts causées par la pollution de l'air est beaucoup plus important que ça. Donc, maladies, cancer, maladies endocriniennes, etc., de côté des maladies respiratoires. Et les enfants sont particulièrement touchés. Donc, voici les raisons, vite fait, de la mise en place de cette zone. Donc, vous pouvez, à cet égard, regarder, je vous le conseille vivement, parce que le débat en conseil de métropole qui s'est tenu mardi dernier a duré presque 3 heures, je crois. J'ai fait une petite intervention, toute petite, parce que, bon, tout était dit par ailleurs. Donc, ça commence, parce que j'ai fait attention, ça commence à 2h09. Là, vous avez les explications aussi bien de la vice-présidente Julie Fraîche et du président de la métropole qui porte ce projet, que les explications données par un médecin de l'Assemblée, une scientifique de l'Assemblée, les réticences des uns et des autres, et c'est très intéressant d'entendre ces réticences, et puis aussi, voilà, les réponses ensuite. Donc vraiment, je vous invite à regarder, j'invite toute la population à regarder ce débat. Il faut que vous sachiez que cette loi s'impose à la métropole en 2025, c'est-à-dire nous n'avons pas le choix. Nous n'avons absolument pas le choix. Nous avons le choix juste de voir comment nous pouvons un petit peu mettre en place cette ZFE. Et la métropole, puisque ça relève de sa compétence, a fait le choix aussi de soumettre à consultation de la population justement ce protocole pour arriver à la loi qui s'impose à nous en 2025. Donc il y aura une consultation publique et nous sommes en train de travailler avec la métropole et les documents qui vont être soumis à la population. D'ailleurs, j'ai demandé une rectification, plusieurs d'ailleurs rectifications sur ce document. Je suis directement concernée parce que moi, j'ai une voiture qui ne passera même pas la fin de l'année 2022 parce qu'elle est considérée comme... elle est trop vieille, en fait. Et il faut savoir qu'il y aura plein de dispositifs qui vont permettre de s'adapter. Par exemple, les gens qui, comme moi, utilisent leur véhicule, certes polluants, mais finalement très très peu, auront une vignette, seront estampillés véhicule petit rouleur. Donc en fait, via le biais de l'assurance. Et donc, en fait, on pourra échapper à la réglementation, évidemment, à condition de respecter l'engagement petit rouleur. Il faut bien comprendre aussi que l'objectif, ce n'est pas de basculer tous dans l'électrique, hein. Pour ma part, je considère que l'électrique est peut-être une solution aujourd'hui pour arrêter d'émettre des gaz à effet de serre, mais je ne suis pas sûre que ça n'hypothèque pas l'avenir de nos enfants par ailleurs. Donc l'objectif est d'évacuer tous les véhicules les plus polluants et au bout du compte, sur les routes resteront quand même des véhicules à essence. Il va y avoir aussi beaucoup de dispositifs financiers mis en place pour accompagner les reconversions, je ne sais plus comment, les conversions de véhicules, par exemple diesel à gaz et au bioéthanol aussi, non ? Voilà, je crois. Et en fait, la position métropolitaine, comme la position de la métropole de Strasbourg d'ailleurs, c'est de vraiment mettre un coup de pression et d'exercer une demande très forte sur l'État pour que véritablement il accompagne dans le financement les populations les plus précaires qui vont devoir changer de véhicule, qui ont besoin d'avoir un véhicule. Par exemple, lorsqu'on habite un peu loin d'une grosse métropole, on a besoin d'un véhicule personnel. Donc ces gens qui n'ont pas les moyens financiers, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, de faire un achat tout de suite, devront être aidés par l'État. Là, on va voir comment se comporte l'État. Moi, je dis clairement, comment va se comporter l'État. Est-ce qu'il va assumer jusqu'au bout la mise en place de la ZFE dans notre métropole ? On verra bien. De la même façon, est-ce qu'il va assumer
assumer le désengorgement des autoroutes grâce à la nouvelle ligne ferroviaire s'il ne met pas en place de loi pour inciter au ferroutage? C'est les mêmes questions. Comment l'État, à quel degré l'État aura, oui ou non, un courage politique à ce niveau-là? Bon, merci. Il y a Madame Martos. Mais donc, vous nous informerez dès que possible. Oui. Mais on a prévu même de faire une réunion publique là-dessus, pour tout vous dire. D'accord, parce que là, ouais. On n'y comprend rien. C'est le flou. Oui, complètement. Mais oui. je vous assure, vraiment, regardez le Conseil de métropole. Le débat a été très, très intéressant. Très intéressant. Okay. Bon, c'est long, mais ça vaut bien un mauvais film. Ah, ça y est, ils sont déjà en ligne, les documents. Dans votre ville, à l'onglet vie municipale, pardon. Ouais, ils ont déjà été mis en ligne sur le site de la ville de Villeneuve. Donc, vous pouvez aller consulter les documents. Madame Martos Ferrara, à vous. Un micro, s'il vous plaît. Merci. Donc oui, je voudrais juste prendre la parole. Bien sûr, Véronique, je suis parfaitement d'accord avec vous sur sauver l'espèce humaine et que c'est la base. Il faut commencer par quelque chose. Cependant, je ne sais pas si l'État assumera complètement ce protocole-là, sachant que tous les véhicules qui vont donc être enlevés et revendus, ou je ne sais pas, vont partir quelque part. Donc aujourd'hui, ça peut être très bien dans les pays africains. On voit très bien qu'ils ont tous des véhicules. On voit bien comment ils sont avec leurs véhicules. Ils vont tous s'autopolluer entre eux. Enfin, il faut aller plus loin. Je pense que l'État a une bonne idée. La base est bonne, mais il aurait fallu faire un plan bien plus établi. Je trouve que lancer ça comme ça, pondre quelque chose comme ça du jour au lendemain quasiment, je ne suis pas sûre que ça soit à échelle humaine, en tout cas. On verra, mais j'attends de voir la suite. Oui, juste quand même, je le disais tout à l'heure, mais sur certaines métropoles, cette zone s'applique déjà. Hein. Donc nous ne sommes pas les premiers à devoir essuyer les plâtres, hein, pas du tout. Hein. Donc la métropole de Grenoble, de Bordeaux ou Lyon, je ne sais plus. C'est Lyon, hein, c'est ça? Voilà, c'est Lyon. Donc, de toute façon, il faut effectivement. Alors, le point que vous soulevez par rapport au recyclage des voitures que nous, on n'aura plus le droit d'utiliser, il est effectivement très important. Mais je pense qu'il y a beaucoup de voitures qui partiront à la casse pour pièces détachées. Il faut être très clair, très clair. Monsieur Nogues. Et on est tous conscients qu'il faut qu'il y ait des efforts qui soient faits. Cependant, ces véhicules-là, la plupart du temps, ce sont les personnes les moins favorisées qui les ont. Et ça va être très vite. L'échéance est très rapide. Donc ces gens-là, je pense qu'ils peuvent être inquiets parce que, effectivement, qu'est-ce qui va se passer pour eux au mois de juillet? Parce que là, on est à 6 mois. Hein. Ils ne sont pas en capacité de changer de véhicule. Même s'il y a des aides, ça veut dire qu'il va falloir rembourser quelque chose. Et est-ce qu'aujourd'hui, ces gens-là sont en capacité de changer un véhicule et de payer aussi un nouveau véhicule, même peu cher, mais est-ce qu'ils seront en capacité? C'est plus ce point-là qui m'inquiète, parce que nous avons... il y a des gens qui sont à même de changer leur véhicule, il n'y a pas de souci, mais beaucoup de gens qui ont besoin de ces véhicules-là pour se déplacer, pour aller travailler, vont se retrouver... confrontés à cette problématique au mois de juillet. Voilà, c'est juste ce point-là. Mais je partage votre point d'attention, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, dans le même temps, il est clair que la problématique de la pollution de l'air, enfin, je ne sais pas, moi quand je dis ça, j'ai toujours un peu de frisson parce que l'air, en fait, nous l'utilisons sans arrêt, nous n'arrêtons jamais de respirer. Hein. Le jour où on arrête de respirer, c'est qu'on est mort. C'est un réflexe, on le fait sans y penser, c'est juste absolument vital, primordial. Donc voilà, la pollution de l'air, c'est quand même assez très inquiétant, en fait, très inquiétant. Et donc on est obligé d'agir, on est obligé d'infléchir les modes de vie, les comportements.
il est sûr qu'il faut inciter par tous les moyens les gens à prendre les transports en public. C'est la vraie solution, en fait, en tout cas à mes yeux. Et pour ça, on sait que d'avoir fait le choix de rentrer dans ce dispositif dès maintenant, ça va nous permettre aussi de peser et pour pouvoir améliorer la qualité des services publics de transport sur Villeneuve. Je vous rappelle que nous avons une gare d'ailleurs à ce propos. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. La difficulté vraiment, comme je le disais tout à l'heure, ça va être pour les ménages les plus précaires qui auront de toute façon besoin de leur véhicule. Et il va falloir vraiment qu'il y ait des aides sérieuses pour qu'ils puissent changer de véhicule et obéir à la loi en fait. Après, le sujet des autres métropoles, quand on regarde, ce sont tous des métropoles quand même qui ont des industries. Sur notre métropole, nous n'avons pas d'industrie qui pollue. Donc, on est moins soumis quand même à la pollution de l'air. Chez nous, on est moins soumis à la pollution qu'à Lyon, à Grenoble et à Bordeaux. C'est juste ce que je veux dire. Est-ce qu'il y avait une urgence aujourd'hui, à 6 mois, de passer si vite et pas essayer d'anticiper, puisqu'on a jusqu'à 2025, pour aider les gens, effectivement, à passer ce cap-là? 6 mois de transition, ça reste très, très court. Et comme je vous dis, on n'est pas une métropole où on a des industries et où on pollue énormément par rapport à d'autres métropoles. C'était juste mon... Tout à fait. Eh bien, vous avez raison. C'est pour ça qu'on n'a pas fait partie des premières métropoles où la loi s'est imposée. Attention, hein, c'est la loi qui l'impose, c'est l'État qui l'impose, cette loi. Donc nous n'avons pas fait partie des premières métropoles, mais c'est nous la prochaine en fait. Parce que la qualité de l'air sur la métropole de Montpellier est beaucoup plus mauvaise que dans certaines autres métropoles ou agglomérations. Donc effectivement, le choix qui a été fait, c'est de rentrer dans un dispositif graduel pour Montpellier et les 10 autres villes. Attention, hein, les 10 autres villes, c'est volontairement qu'elles sont rentrées dans ce dispositif. Moi, j'ai positionné ma ville dans ce dispositif parce que je me suis dit que c'était beaucoup plus intelligent d'y aller graduellement que de se prendre la restriction sur le coin de la figure, parce qu'elle est violente, hein, d'ici 4 ans. Non, qu'est-ce que je dis, pas 4 ans, 3 ans. Donc, elle est très violente dans 3 ans. Donc, d'y aller graduellement, ça nous paraissait à nous plus intelligent. Maintenant, effectivement, je pense que nous, élus, nous allons avoir un rôle extrêmement important d'accompagnement de la population la plus en difficulté financièrement pour les aider à trouver une solution et aller chercher des subventions et des aides, vraiment les accompagner, ça va être le défi. Et de faire pression auprès de l'État pour que là-dessus, il monte un peu en gamme et qu'il ne soit pas trop frileux. Voilà. Mais vous verrez, je vous invite vraiment à regarder le débat parce que vous verrez que Madame Julie Fraîche connaît le propos, le débat, le sujet sur le bout des doigts et répond très très bien à beaucoup de résistances et de questions que nous nous posons. Et par exemple, voilà, la question des petits rouleurs. Si on peut rouler, si on a un véhicule à assurer petit rouleur, parce qu'on ne fait pas, mettons, ça va être à peu près ça, 8 000 ou 10 000 kilomètres par an, ça va résoudre le problème de beaucoup de personnes, déjà. Je n'ai pas dit de tout le monde, mais de beaucoup de personnes. Voilà. Mais vraiment, je vous invite à regarder ce débat. Il est passionnant. C'est bon pour tout le monde ? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonne soirée.